Mes amis, bien le bonjour. Je continue ma tournée européenne. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un chiffre que j'ai trouvé complètement effrayant. La France est tombée en dessous du niveau moyen de richesse de l'Union européenne. Il y a un chiffre qui est une moyenne de tous les pays et qui, conventionnellement, lui attribue une valeur de 100. Donc 100, c'est la moyenne. La France est à 98 pour la première fois. Ça signifie qu'elle est en dessous de cette moyenne-là. Maintenant, autre chose. Cet index, parce qu'il y a plusieurs effets qui vont se cumuler pour rendre ce chiffre absolument effrayant. C'est que cet index ne comporte pas que les pays riches de l'Union européenne. Il comporte des pays qui historiquement étaient considérés comme plus pauvres que la France. Il y a la Grèce, il y a la Lettonie, tu as la Roumanie, la Bulgarie. Tu as tous ces pays qui historiquement avaient des économies beaucoup plus petites que celles de la France. Aujourd'hui, malgré la présence en force de ces pays dans la moyenne, la France est dessous. Et si on compare ce qui s'est passé ces dernières années, aujourd'hui elle est à 2 points en dessous de la moyenne. On continue comme ça, bon ben ça va se dégringoler. C'est littéralement, si tu veux, les 10 ans de Macron qui sont maintenant en train d'être payés, qui sont en train d'être vus clairement dans les chiffres. Autre chose. Et c'est là ça c'est le deuxième effet qui se coule. C'est que normalement, on peut se dire, oui, mais la France est légèrement en dessous de la moyenne de l'Union européenne, mais l'Union européenne, c'est une grande économie, fondamentalement, c'est une économie extrêmement forte et tout. Ce n'est pas vrai. Si tu regardes, il y a 20 ans, tu regardes en 2006, l'économie de l'Union européenne pesait plus que celle des États-Unis, par exemple. Depuis, il y a eu 2008, où il y a eu un effondrement bancaire et puis après économique sans nom, qui a été causé par les États-Unis eux-mêmes, mais qui en ont profité. Aujourd'hui, on a l'économie de l'Union européenne qui n'est que 2/3 de celle des États-Unis. Et l'écart continue à se creuser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la France aujourd'hui est en dessous de la moyenne d'une économie qui elle-même est en train de dégringoler, qui elle-même est en train de peser de moins en moins dans le grand ordre des choses, dans l'économie mondiale, tu vois. Donc, c'est pas très différent quelque part, même si on n'est pas dans l'Union européenne, c'est pas très différent du Royaume-Uni, qui également est en train de dégringoler. D'ailleurs, le nouveau Premier ministre rêve de rejoindre l'Union européenne. Mais cette fois-ci, s'il la rejoint, il la rejoindra en tant que pays pauvre. Ça signifie qu'il la rejoindra en acceptant toutes les conditions, l'euro. Alors qu'avant, ils ont gardé leur monnaie, l'appartenance à Schengen, alors qu'avant, ils étaient en dehors de Schengen. En fait, si tu veux, c'est des anciennes économies qui sont en train d'être laminées, qui sont en train d'être détruites, qui sont en train d'être sabordées. Mais il y a des raisons idéologiques derrière. Si tu veux, la France et l'UE de manière générale ont décidé de miser sur la réglementation. Par exemple, tu prends l'intelligence artificielle, les États-Unis misent sur la partie matérielle, la Chine mise sur la partie logicielle, donc sur les modèles, même s'ils misent aussi sur la partie matérielle à terme, sur la durée, on verra aussi du matériel chinois extrêmement performant, au-delà simplement des modèles. Mais l'Europe, elle a misé sur quoi? L'Europe, elle a décidé de miser sur la réglementation. L'Europe aujourd'hui gagne plus d'argent avec les amendes auxquelles elle soumet les compagnies américaines que ce qu'elle gagne avec les rentrées fiscales, par exemple, des compagnies technologiques européennes. Sur les 50 grandes compagnies technologiques mondiales, 4 seulement sont européennes. Donc, ce qui se passe, c'est que ce chiffre, il faut le prendre dans le contexte que la France fait partie d'un groupe de pays qui, collectivement, s'effondrent en se réglementant et en se taxant jusqu'à la mort. Et en même temps, si on regarde à l'extérieur de cette bulle-là, le monde va bien. Si on regarde l'économie américaine, elle progresse, l'économie chinoise, elle progresse, l'économie de nombreux pays du sud-est asiatique est en plein boom, malgré des fois des passages difficiles, malgré de temps en temps des turbulences, alors qu'il y a des pays qui sont en descente constante
qui sont les pays de l'Union européenne. Que faire? Bon, que faire? Je n'ai pas de solution miracle. Bon, il y a le Frexit, ça peut être une option, mais le Frexit, il y a intérêt à le faire vite. Ça signifie, le Frexit, le jour où la France deviendra l'un des pays les plus pauvres de l'Union européenne, vaut mieux pas parler de Frexit, vaut mieux rester dans l'Union européenne, parce que l'Union européenne, c'est comme ça nivelle, c'est nivellement par le bas. Donc tout simplement, si tu es plus riche que la moyenne, tu vas te retrouver à payer plus, tu vois, et recevoir moins. Donc tu rentres riche, tu t'appauvris. C'est l'histoire de la France, c'est la trajectoire de la France, la trajectoire de l'Allemagne. Des pays qui rentrent, ils sont riches, puis après, dès qu'ils rentrent là-dedans, ils commencent à partir vers le bas, alors que des pays comme la Pologne, par exemple, étaient rentrés extrêmement pauvres. Et puis aujourd'hui, la Pologne est sur le point de dépasser l'économie britannique, par exemple. Tu vois? Donc, il y a ce système de Moyen-Âge. Maintenant, la France, si un jour elle devient un pays pauvre, si un jour elle devient complètement fauchée, est-ce que ça vaut la peine de sortir de l'Union européenne? La question se pose. Je veux dire, à ce moment-là, vaut mieux rester en espérant le gîte et la pitance, tu vois? Vaut mieux rester en espérant essayer de gratter, quoi. Ça peut être une option, une vision à court terme. La vision à long terme dirait que oui, mais avec cette manière de voir les choses, si tu restes là-dedans, l'édifice entier finira par collapser et toi, tu pars avec. C'est une possibilité aussi. Tu peux partir à l'égout avec. Il n'y a pas à dire. Malheureusement, ça fait partie des choses qui sont écrites. Voilà. Mais si tu remarques, et ça se voit très bien probablement plus au Royaume-Uni qu'en France, même si on retrouve la même logique, c'est que un pays pauvre produit moins de carbone, forcément. Hein, et comme tu vois des pays qui sont obsédés par le climat, par la décarbonisation de l'économie, il n'y a qu'une seule manière de décarboner l'économie, c'est de l'arrêter. C'est arrêter complètement l'économie. Il faut que tu la stoppes. C'est bon, elle est décarbonée. Hein, tu regardes certains pays africains qui sont des failed states, ah ben ils ont un très bon, ils ont de très beaux niveaux d'émissions carbone. C'est très très bas. Voilà. Donc, en allant vers la misère, on rejoint les objectifs climatiques qui sont légalement opposables. Donc, c'est exactement ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Si tu veux, c'est l'idéologie climatique, entre autres idéologies. Il n'y a pas que celle-là. On est à la conjonction de plusieurs idéologies. C'est l'idéologie climatique qui veut qu'un certain nombre de pays de l'Union européenne deviennent définitivement pauvres. Parce que la pauvreté est le seul garant du respect des normes climatiques. Forcément. Parce que, regarde, tu ne pourras pas forcer des gens ou des économies ou des peuples qui ont encore une capacité de dépenser, qui ont toujours un pouvoir d'achat, qui ont toujours un revenu décent, de se servir de ce revenu-là et de manière ultime de le dépenser dans des activités génératrices de carbone. Tu vois? Tu ne pourras pas dire aux gens n'achetez pas de billets d'avion. Vous avez de l'argent, mais ne l'utilisez pas pour acheter un billet d'avion. Vous avez de l'argent, mais ne l'utilisez pas pour acheter à manger. Vous avez de l'argent, mais ne l'utilisez pas pour acheter une voiture, acheter du carburant ou vous chauffer ou autre. Tu réalises bien que l'argent qu'il y a sur le compte, peu importe comment tu l'utilises, tu finiras toujours par générer du carbone avec. Tu finiras toujours par t'adonner à une activité, quelle qu'elle soit, qui est génératrice de carbone. Donc, la seule manière garantie pour ne pas avoir des émissions de carbone, c'est appauvrir la population. Une fois que la population est pauvre, c'est ça qu'on appelle le confinement climatique. En fait, il n'y aura pas, je suis l'idéologie climatique depuis très longtemps, il n'y aura pas de confinement climatique dans le sens où un jour on vous dira à la télévision « Restez à la maison, le climat l'exige ». Ce n'est pas ça. Mais on s'arrangera pour que vous soyez tellement fauchés pour que de toute manière de vous-même, il n'y a plus d'argent pour sortir, il n'y a plus d'argent pour aller où que ce soit et faire quoi que ce soit. Donc, de facto, vous vous retrouvez dans une situation de confinement climatique. De facto, regarde. Tu prends par exemple, de plus en plus de gens se plaignent que les loyers ont augmenté de manière disproportionnée par rapport aux revenus. Le revenu stagne, les loyers augmentent. En réalité, c'est quoi cette technique? Et tu vas l'observer sur beaucoup de choses. En réalité, le propriétaire qui encaisse le loyer est un agent de décarbonation du système. Oui, il agit comme un agent de décarbonation. Parce que l'argent qu'il te prend en loyer, c'est un argent que tu ne vas pas utiliser pour t'adonner à d'autres activités génératrices de carbone. Pareil pour l'inflation. L'inflation, qu'est-ce qu'elle fait? Ils se disent,
On veut que les gens achètent le minimum de choses parce que chaque chose qu'ils achètent, il faut la fabriquer, la transporter, tout ça, la recycler à un moment donné. Ça génère du carbone. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On augmente les prix, on adopte des politiques inflationnistes tout en gardant les salaires à un niveau bloqué, de sorte que les gens, à toutes choses égales, vont consommer moins, donc générer moins de carbone. C'est ça vraiment le programme. Le programme, c'est réellement détruire la capacité, le pouvoir d'achat, le pouvoir économique des Français. C'est comme l'épargne. Ils disent, oui, on va saisir l'épargne, on va mobiliser l'épargne. C'est très délicat, c'est très difficile d'imaginer un artifice légal par lequel ils peuvent te dire « Bon, ben aujourd'hui, manu militari, on saisit ton épargne. » Ça peut arriver, mais il faudrait potentiellement déclencher une guerre et tout. Suivez mon regard. C'est possible, mais c'est quelque chose d'extrême. Généralement, ils sont plus vicieux que cela. Mais avec, par exemple, tu prends l'inflation, ben l'inflation, c'est quelque chose qui va bouffer ton épargne. Voilà, elle va bouffer ton épargne qui est en cash, elle sera bouffée par l'inflation sans qu'on ait besoin de venir frapper chez toi et saisir. Si ton patrimoine n'est pas un patrimoine liquide, n'est pas un patrimoine cash, par exemple, tu as de la pierre, tu as un patrimoine qui est sous forme d'immobilier, ah ben on peut te le saisir de manière réglementaire. Alors, c'est pas qu'on viendra te le prendre et t'exproprier et te dire c'est plus à toi. Non, c'est pas ça. On fera jamais cela. Mais il y a des moyens légaux d'obtenir la même chose. Il suffit par exemple de dire, tu peux pas le louer, c'est une passoire thermique. Tu vois, tu peux pas le louer. Il faut remplir tel document, il faut que ça passe telle barre légale. C'est un peu comme les voitures on va pas t'interdire d'utiliser ta voiture, on va pas te la saisir, mais on va t'interdire d'aller en ville avec, par exemple. On va creuser de plus en plus de restrictions. Tu l'utiliseras pas. Donc c'est pareil pour l'immobilier, de sorte que tu ne seras plus en mesure de l'utiliser. Tu vois, l'usufruit ne t'appartient plus. Il est verrouillé par l'administration. L'accès à l'usufruit est verrouillé. Donc qu'est-ce qui va se passer? Tu vas toi-même le vendre, tu vas toi-même le brader, tu vois, et il sera acheté probablement par de grands groupes internationaux qui raflent l'immobilier, ils achètent des villes entières, tu vois. C'est ça l'idée. Ils sont beaucoup plus vicieux. C'est pas des gens qui vont arriver direct et te dire je te saisis, ou ils arrivent direct et ils te disent je te prends ou autre. C'est pas comme ça, c'est beaucoup plus pervers. Et c'est lent, c'est incrémental. Et ces chiffres, comme celui par lequel j'ai commencé cette vidéo, raconte justement cette histoire. Mais il faut creuser pour la trouver. Mais chacun peut le constater dans sa vie de tous les jours. Voilà mes amis, nous sommes ici à Venise, vous l'aurez reconnu. Température extrêmement élevée. Je pense que c'est la dernière fois que je visiterai l'Europe en été parce que l'Europe a décidé de souffrir et de faire souffrir sa population et ses visiteurs durant la canicule. Il y a très peu de clim. Tu rentres dans ces appartements qui sont très jolis, très belles vues, mais c'est des fours. Tu peux pas tenir 5 minutes à l'intérieur. C'est juste une souffrance ils ont décidé d'imposer la souffrance pour que chacun puisse expier, puisse payer justement le prix du climat. Dire voilà, tu vois, c'est vraiment en train de chauffer, il faut que tu payes ceci. Voilà, c'est un choix. Mais moi, en tout cas, la prochaine fois, honnêtement, il y a des pays beaucoup plus chauds, il y a des pays où il fait 45 degrés maintenant, mais tu le sens pas parce que c'est climatisé partout. Bah, on s'adapte à la ville, on s'adapte à la densité de la population, on s'adapte aux saisons, tu vois, et on fait en sorte que notre vie soit la plus confortable possible. Mais bon, ce n'est pas vraiment la mentalité en Europe. Donc voilà mes amis, je vous rappelle, pour ceux qui sont toujours là à la fin de la vidéo, je vous rappelle la sortie de mon livre Escrologie. Il est sorti il y a une dizaine de jours. C'est la suite du volume précédent. Il est un peu plus gros que le volume précédent parce que le pillage continue. Donc encore plus d'histoires et de choses absolument abracadabrantes, mais bien réelles. C'est des histoires vraies. Tu vois, c'est du vrai mais incroyable en même temps, incroyable mais vrai. Voilà mes amis, vous le trouvez sur Amazon et nous on se voit dans la prochaine vidéo. À très bientôt.